Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde, c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis hyper longtemps. T'es engagée, t'as écrit plein d'ouvrages sur la santé de la femme et sur la maternité, comme la Sainte Bible de toutes les femmes enceintes. Ça s'appelle « C'est ma grossesse ». Et aujourd'hui, je parle de ce livre parce qu'on se pose quelques très grandes questions sur la grossesse. C'est un peu les questions de base, celles qu'on va se poser quand on est enceinte et celles que tout le monde pose aux femmes enceintes, celles qui divisent les mères d'aujourd'hui et les mères d'hier. Et on a fait un test juste avant de rentrer en studio. Ça fonctionne. Anna, on commence par un sujet hautement important et qui se produit en général 3 fois par jour. Je veux bien sûr parler de la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut manger quand on mange pour deux ? Avec des guillemets en l'air, Anna, ça l'a déjà énervée. Je dis mange pour deux, elle a envie de me tuer. Déjà, on mange pas pour deux. On mange pour un demi ? Même pas. Un 3/4, un petit quart. Mais ça, c'est un autre sujet, il faudra qu'on en reparle une autre fois. Mais bien sûr qu'on mange pas pour deux, même si on a le droit de manger un peu plus. Et est-ce qu'on mange ce qu'on veut ? Alors, moi, je suis pas la mère fouettarde. Déjà, je vais dire que tous ces conseils sont des conseils et que chacun fait bien ce qu'il veut. Toutefois, on regrette jamais d'avoir été trop prudent, on regrette toujours de ne pas l'avoir été assez. Autrement dit, effectivement, vous pouvez envoyer balader tous ces conseils alimentaires, mais si jamais, et ça m'est arrivé dans ma carrière, vous contractez la maladie parce que vous n'avez pas fait attention, je peux vous dire qu'après, les regrets et les remords sont tels qu'ils empêchent de dormir, presque de vivre. Donc, c'est pour ça que je vous donne mon expérience. C'est un peu sévère de dire ça, mais c'est pour ça qu'on est si sévère et si pénible. C'est parce qu'on a eu des cas où les femmes, voilà, et paf, et c'est horrible. Alors que si on a hyper fait attention et qu'on contracte quand même la maladie, c'est pas la même chose quand même. Pour préparer l'épisode, j'ai remarqué, en regardant un peu les trucs les plus cherchés sur Internet, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de savoir, beaucoup de femmes enceintes, si on pouvait manger des moules, des crevettes, donc on va dire des fruits de mer. Donc commençons peut-être par là. Est-ce qu'on peut manger des fruits de mer ? Des moules, des crevettes, des bulots, des trucs, des huîtres ? Cru, non. Ok, donc tout ce qui est cru, c'est non. C'est clair et c'est net, c'est non. Ok, le tartare de bœuf, non plus, j'imagine. Non plus. Ok. En fait, il y a 3 grands risques alimentaires. Il y a la listériose, la toxoplasmose, ça c'est pas pour toutes les femmes, c'est celles seulement qui n'ont jamais contracté la maladie, et la salmonellose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fruits de mer crus, c'est non. Les huîtres, les tartares, les ceviches, tout ça, c'est non. Ok. Il faut que ce soit cuit, archi-cuit, les fruits de mer. Les fruits de mer ? Par exemple, les Saint-Jacques, typiquement. Ouais, Parce pas que de ça, carpaccio. par carpaccio, et même, il faut qu'elle soit cuite à cœur, c'est-à-dire plus de 65 degrés pendant plusieurs minutes. Mais il n'y a pas seulement ça. Hein. Oui, parce que la viande, c'est un peu la même chanson. C'est-à-dire que les femmes enceintes, elles sont censées manger des viandes cuites à point. À cœur. Ah ouais, à cœur. Ok. Là, pareil, pas de carpaccio, pas de tartare, pas de viande saignante, tout ça, c'est non. Ok. C'est dur, hein. Bah, c'est dur. Et elles peuvent manger toutes les viandes, genre, est-ce qu'elles peuvent manger des abats bien cuits ? Ah oui, si c'est très bien cuit, il n'y a pas de problème. Alors, mais après, il faut dire, on dit tout ça, mais après, il y a plein de choses qui sont autorisées, en fait. Vous avez toutes les daubes, tous les trucs en sauce, enfin, qui c'est pas non plus trop mauvais. La viande, effectivement, cuite à cœur, plus ou moins, mais bon. Ok. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire des fromages aussi. Pasteurisé ou pas pasteurisé ? Pas de fromage au lait cru. Donc, mais tous les fromages normands, là, goodbye. Goodbye, ciao. Ok. Mais on peut manger des fromages dont la pâte est dure, type comté, etc. Il suffit juste d'enlever la croûte. Ok. Ça, c'est important de le savoir. Les pasteurisés. Les pasteurisés. Et fromage à pâte dure. Dont on enlève la croûte. Enfin, de toute façon, la croûte de tous les fromages. Pasteurisé, pas pasteurisé, on s'en fiche, c'est la même chose. Bien sûr. La raclette, le fromage fondu. Alors, la raclette, oui, à condition de faire surgriller le... Si c'est... Attends, parce qu'il y a des fromages à raclette qui sont au lait pasteurisé. Oui. Voilà. Mais s'il n'est pas au lait pasteurisé... Et en plus sans croûte. Mais s'il n'est pas au lait pasteurisé, si le fromage au lait cru, là, il faut le faire griller à fond. Ok, donc fromage fondu, mais il faut qu'il fasse plein de bulles dans la... Ouais, voyez, et puis même qu'il fasse, qu'il soit doré sur le dessus, quoi. Après, il faut bien laver les fruits, bien laver les légumes. Ce qui veut donc dire, je suis hyper rabat-joie là, je vous l'avais dit que je serais hyper rabat-joie, mais ce qui veut dire qu'au restaurant, comme vous ne savez pas comment les légumes sont lavés, moi, je vous déconseille de manger des crudités. C'est dur, hein. Les légumes et les fruits, il faut bien les laver si on les mange crus. Et les herbes aromatiques. Si on les mange crus, bien on sûr. soit bien d'accord. S'ils sont cuits, on peut juste les éplucher. Genre dans une ratatouille, pas de problème. Okay. Il vaut mieux, mais de toute façon, il vaut mieux toujours laver ses fruits et les légumes. Oui, hein. On est bien d'accord. Ok. Et si on épluche, genre par exemple un concombre, une salade de concombre. Ouais. Je l'épluche, je la coupe. Normalement, c'est bon. Si votre plan de travail est propre et que vos mains sont propres, il n'y a pas de problème. Ok.
En plus, il faut des conseils d'hygiène habituels. Il faut laver son frigidaire 1 fois par mois. Il faut vérifier qu'il est à la bonne température. On fait attention parce que plein de fois, on laisse refroidir les aliments. Vous savez, sur la casserole, on laisse refroidir. Non, ça, c'est non. On met au frigidaire. Ok. Enfin, évidemment, ça, je vous le dis pas, mais il y a tous ces conseils-là habituels. Ok, tu nous le dis pas, mais en fait, il faut quand même le faire. Ouais. C'est-à-dire frigo propre et on laisse pas les trucs sortis à l'air libre, quoi. Voilà. Et souvent, vous me dites aussi, le saumon fumé, c'est bon parce qu'il est fumé. Non. Le saumon fumé, je rappelle qu'il est cru. Mhm. Donc, non, ça compte pas. Pas de cru, pas de saignant, pas de lait cru. Tout ce qui est cru, quoi. Exactement. La crème, pareil, si elle est au lait cru, c'est non. Alors, la crème au lait cru, oui. Une autre chose, ça c'est pour le risque plutôt de salmonellose, pas d'œuf cru. Donc, pas de mousse au chocolat, pas de mayonnaise. Ok, pas de blanc en neige et pas de... D'accord, blanc pas en de neige mayonnaise. seulement s'ils sont... Pas de mayonnaise non plus. Ah ouais, alors, même industriel. Non, alors, industriel, parfois, c'est de la poudre. Donc là, c'est bon. Mais si c'est pas de la poudre, non, c'est pas bon. Ok. Ah, c'est pas drôle, hein? Non, bah, c'est pas hyper marrant, mais... Donc, c'est l'occasion pour nos auditrices de tester le tofu, en fait. Oui, non, mais après, il y a plein de choses. En fait, là, on fait tous les interdits, mais en fait, il reste plein de trucs. Mais c'est vrai que, honnêtement, dans la vie quotidienne, c'est un peu pénible parce que la charcuterie, c'est pas bon non plus. Parce que, on l'a dit, c'est fumé. Un saucisson, c'est fumé, c'est pas cuit. Ok, tout ce qui est fumé. Donc là, on enlève la charcuterie aussi. Okay. Ouais. De toute façon, moi, ce que je vous conseille, il y a des fiches INSERM qui sont très bien faites et des fiches sur amélie.fr. Okay. Vous tapez listériose, toxoplasmose, salmonellose. C'est les 3 grandes maladies à éviter. Ok, donc on récapitule, Anna. Pas de cru, pas de fumée si c'est cru. Et on nettoie tout bien et on respecte les consignes d'hygiène au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Et on va relire les fiches dans le détail sur les sites internet pour être bien au clair. On vous mettra des petits liens dans la description. Une fois qu'on a parlé de la nourriture, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on a le droit de boire ? Parce que là, vraiment, pour moi, boire, c'est le sujet où les mères d'hier et les mères d'aujourd'hui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que moi, je vois plein de nanas dont les filles, ou enfin, des nanas qui vont être grand-mères, mettons, et qui sont là, oh non, mais moi j'ai bu un petit verre pendant que j'étais enceinte de toi. Mais tu vas bien, tu vas très bien. Toi, je suis sûre que tu as une position hyper conservatrice sur l'alcool. Vas-y, à toi. Oui, alors là, je sais, d'ailleurs, je discute beaucoup avec des amis qui sont aussi féministes comme moi et qui sont pas d'accord avec ma ligne que je vais énoncer là. Donc, c'est un sujet de friction, hein, clairement. Non, moi, je suis très opposée à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Pour moi, c'est 0 alcool pendant la grossesse. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est la première cause de handicap mental hors origine génétique. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. Qu'il y a 500 000 personnes en France, t'as 1 demi-million de personnes qui subissent encore les conséquences de la consommation d'alcool de leur mère pendant leur grossesse, enfin, pendant la grossesse. Voilà, vous m'avez compris. Donc moi, je ne peux pas rigoler. Pourquoi je suis dit 0 alcool ? Pourquoi je suis embêtante ? Parce qu'on ne connaît pas le seuil à partir duquel la consommation est toxique. En fait, ça dépend des bébés, ça dépend des fœtus, ça dépend du moment où l'alcool est consommé. Et donc, en fait, on ne peut pas savoir. Donc, pour moi, c'est clair, net, précis. C'est 0 alcool pendant la grossesse. On ne trempe pas ses lèvres dans la coupe de champagne au mariage de la copine. Les repas avec, les viandes en sauce avec de l'alcool, c'est non, parce qu'il peut rester une fraction d'alcool. Les pâtisseries à base d'alcool, c'est non. Voilà, ça, c'est mon point de vue de professionnel. Voilà. Mais c'est dur, hein, je sais que c'est sévère. Ton point de vue étayé par des études aussi, c'est pas ton non, mais point c'est de la vue littérature scientifique. Non, mais c'est la littérature scientifique. Et il y a même des gens qui vont plus loin. Maintenant, il y a une équipe qui travaille à Necker qui disent que vraiment les répercussions sont absolument dramatiques de la consommation d'alcool en France, qui est extrêmement banalisée. L'alcool, en France, c'est cool. Mais en tout cas, c'est vraiment pas cool pendant la grossesse, quoi. Sans parler des conséquences pour la santé de la mère, comme tout adulte, voilà. Au passage, franchement, les nanas enceintes à qui on dit « mais tu peux quand même boire un petit verre », genre ça va, elles se privent déjà de fromage au lait cru, laissez-les tranquilles. Ça doit déjà être pas évident de pas boire de verre. Donc peut-être on évite de les pousser à la conso, quoi. On évite de les pousser à la consommation. Et une fois que j'ai dit ça, je sais très bien, parce que j'ai été addict moi-même, alors pas à l'alcool, mais j'ai été addict, et je sais très bien qu'on peut être addict à l'alcool. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont addictes à l'alcool. Et que quand on leur dit d'arrêter, elles disent « non mais vous êtes mignonne ». Enfin, nous le disent pas, elles n'osent pas nous le dire, mais je n'y arrive pas. Donc il faut vraiment oser nous le dire. Jamais on portera de jugement, en tout cas si vous êtes face à un professionnel qui est normal. On sait très bien que l'addiction ne dépend pas de votre volonté et qu'il faut qu'on vous aide à être prise en charge. Donc on fera une aide au sevrage. Mais c'est vraiment l'arrêt complet définitif qu'il faut viser. On ne peut pas vous dire « allez, un verre de verre, ça va le faire, quoi ». Je voudrais juste ajouter un point, c'est qu'il faut viser l'arrêt complet définitif de la consommation d'alcool dès qu'on a un projet bébé dans la tête.
et pas attendre d'être enceinte pour arrêter sa consommation d'alcool. Ce qui va et ne va pas avec l'alcool, on va parler de la cigarette. En fait, c'est assez évident qu'il ne faut pas fumer quand on est enceinte, tout le monde le sait. Donc, je suppose que tu as cette position-là, il ne faut pas fumer quand on est enceinte. Non, il ne faut pas fumer quand on est enceinte. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à arrêter ? Voilà, c'est ça. Alors déjà, il y a plein de choses qui peuvent être proposées pour arriver à arrêter le tabac. Là encore, c'est un arrêt complet et définitif qu'il faut viser, et pour votre santé et pour celle de l'enfant à naître. Toutefois, effectivement, ça, pour le coup, je ne peux pas mentir, fumer 2 cigarettes par jour ou fumer 1 paquet par jour, pour les répercussions sur la grossesse, ce n'est pas la même chose. Il y a un effet qui est dose dépendant. Ce n'est pas du tout une façon de vous dire « allez-y, fumez vos 2 clopes par jour », c'est une façon quand même de raconter la réalité. Mais c'est l'arrêt complet et définitif que vous visez, parce que malheureusement, même 2 cigarettes vont avoir des répercussions sur la grossesse. Différentes selon les femmes, différentes selon les bébés. Mais voilà. Les femmes qui n'arrivent pas à arrêter, est-ce qu'elles peuvent avoir des substituts ? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut utiliser les mêmes protocoles d'arrêt que quand on n'est pas enceinte ? Absolument, avec une prise en charge sécu pour elles et les personnes qui sont autour d'elles. Donc vraiment, oui, c'est possible, oui, ça marche, oui, c'est difficile. Moi, je me suis sevrée du tabac, c'est vraiment l'enfer, mais on peut y arriver. Et la grossesse, ça donne quand même un super surcroît motivationnel, quoi. Donc, franchement, parlez-nous-en, on va essayer de faire un truc. La cigarette électronique a 0 de nicotine. Oui, alors le problème de la cigarette électronique, c'est qu'on ne sait pas. Alors, apparemment, des premières études là qui sortent nous disent que c'est effectivement bien, qu'il vaut vraiment mieux la cigarette électronique, mais c'est pas encore très consolidé. Mais effectivement, j'aurais tendance à dire go pour la cigarette électronique, mais quand même avec une petite incertitude, quoi. Et sans nicotine, on est d'accord ? Non, avec de la nicotine. Avec de la nicotine, ok. Mais alors attention, pas n'importe quel dosage. Là, je ne connais pas assez pour vous dire les dosages, mais pas avec les dosages maximaux, j'imagine. Donc, si jamais on n'arrive pas à arrêter de fumer, surtout, on va voir quelqu'un. Oui, il y a des sages-femmes. En fait, vous avez des sages-femmes et des médecins tabacologues qui sont vraiment spécialistes de ça et qui savent très bien prendre en charge les gens qui sont en souhait d'arrêt de tabac. Juste un petit mot quand même sur les autres substances qu'on appelle les drogues communément. Attention, là encore, nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas des services de justice. Il faut oser nous confier, nous dire bah voilà, je prends un peu de coke, je prends un peu de MDMA, je prends un peu de ceci, je prends un peu de cela, et qu'on voit comment on arrête. Là, pareil, des répercussions extrêmement graves et sérieuses peuvent. Et par exemple, il y a vachement de gens maintenant qui prennent du CBD. Oui, alors le CBD, le problème, c'est qu'on n'a pas de littérature sur le sujet. Mais par principe de précaution, j'aurais tendance à dire... non. Donc, tout ce qui peut être résumé par des acronymes, donc on évite. Ouais. On peut quand même rigoler sans alcool et sans clope. Oui, et surtout que maintenant, et ça c'est vrai, parce que j'en teste pas mal, il y a des boissons sans alcool qui sont non sucrées et qui sont hyper bonnes. Non mais vraiment, je mens pas quand je dis ça. Hein. C'est très très bon. Même à Paris, il y a... Bon, désolé pour celles et ceux qui n'habitent pas à Paris, mais c'est vrai qu'il y a maintenant, il y a des épiceries genre sans alcool et tout. Donc ça peut être le truc cool à ramener à sa copine enceinte, une boisson qui change un peu. Ou même lui préparer un petit iced tea, une petite citronnade. Exactement. Un truc un peu sympa. Sans trop de sucre, parce que le sucre à haute dose, c'est pas non plus terrible. C'est-à-dire que souvent, vous troquez un verre de vin contre un verre de soda. Bon, je veux pas être rabat-joie plus, mais enfin, les sodas, c'est du sucre liquide que vous buvez. Franchement, évitez-vous ça, quoi, à n'importe quel moment de l'existence. Hein. Ah, un truc qui va peut-être te réconcilier. Le sport. Le sport, on peut faire ce qu'on veut, non ? Ah oui. Alors, on peut faire ce qu'on veut, mais genre, est-ce qu'on peut faire de la boxe ? Non, là, j'en fais appel à votre bon sens. Il y a des sports à haut risque de chute ou de coup. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais franchement, je vous déconseille parce qu'une fracture de la jambe quand on est enceinte, ça c'est arrivé à certaines de mes patientes. Vraiment, c'est pas drôle. Déjà que c'est pas drôle dans l'absolu, mais alors c'est encore moins drôle quand on a un ventre d'une femme enceinte de 7 mois et accoucher avec la jambe dans le plat, je l'ai vu. C'est vraiment pas drôle. Donc voilà. Mais sinon, il y a que la plongée sous-marine qui est absolument formellement contre-indiquée. Ça, c'est interdit. Mais tout le reste, faites appel à votre bon sens, quoi. Mais sinon, non seulement le sport c'est bon et il faut vraiment en pratiquer. C'est-à-dire, ça réduit le risque de dépression du postpartum, ça réduit les risques de pathologie pendant la grossesse. Enfin, il faut arrêter de dire que le sport est contre-indiqué avec la grossesse. Au contraire, même du footing, même ce qu'on veut. En dépensant pas, évidemment, ses capacités physiques, mais vraiment, le sport, c'est excellent pour la grossesse, l'accouchement et le postpartum. De la grossesse ? Absolument. Selon ses capacités. Bien sûr, il y a des contre-indications, mais si vous avez une contre-indication à activité physique ou sportive, le médecin, la sage-femme qui vous suit vous dira « Écoutez, je suis désolée, mais là, avec votre placenta prévia, avec votre menace d'accouchement prématuré, avec je sais pas quoi d'autre, ça va pas être possible de faire du sport ou une activité physique. »
Donc faites du sport, faites du sport, faites du sport, faites du sport. Après le sport, il y a un autre truc qui occupe pas mal nos journées, c'est le travail. Est-ce qu'on est censé travailler quand on est enceinte? Et si oui, jusqu'à quand? Sujet très important. Oui, on est censé travailler jusqu'au congé maternité, ça c'est sûr. Donc c'est 6 semaines ou un peu plus, 6 semaines pour un premier, un peu plus pour un second, troisième, etc. Ou quand on a des jumeaux. Mais là, moi, je vais mettre un peu le haut là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut travailler, oui, bien sûr, et si on est en forme, on peut travailler. Mais il ne faut pas tirer sur la corde. Et là, vraiment, j'attire votre attention. Parce qu'en fait, construire un bébé, ça prend une énergie de dingue, autant physique que psychique. Et on ne peut pas faire 50 choses à la fois. La grossesse en elle-même, c'est vraiment un travail à temps plein, comme je dis toujours. Donc, si par exemple, on ne dort pas de la nuit parce qu'on a des insomnies liées à la grossesse, travailler le jour, ça va être compliqué. Et donc, il ne faut pas hésiter à s'arrêter. Pendant le Covid, on a eu une chute drastique du taux de prématurité. On dit peut-être la baisse des infections et tout ça, mais c'est évident aussi que c'est parce que toute une partie des femmes étaient tranquilles chez elles en télétravail. Donc, le travail, c'est super. Si on s'épanouit, qu'on est hyper en forme, très bien. Mais quand ça devient un objet de souffrance, alors là, vraiment, il faut s'arrêter. Vous n'aurez pas de médaille de personne. Donc, vraiment, arrêtez-vous. On arrête facilement les femmes enceintes. Donc, il faut absolument, c'est pas en profiter, c'est faire valoir vos droits. Bon, dans la vie, il y a aussi le plaisir. Est-ce qu'on peut faire du sexe quand on est enceinte? Alors là, autant qu'on veut, allons-y gaiement. Non, ça, il n'y a aucun problème. Tous les gens qui vous disent il faut faire l'amour comme ci, il faut faire l'amour comme ça, il ne faut pas utiliser de vibro, blabli, blablou. Tout ça, c'est des... On jette. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous pouvez utiliser des vibros, des gummies, absolument ce que vous voulez en termes de sextoy, sauf que évidemment, il faut bien les nettoyer. Moi, je suis un peu maniaque sur lui. Ouais, on les nettoie. On ne fait pas passer le sextoy de l'anus au vagin comme ça sans les nettoyer, etc. Ça, c'est important. Et après, sur les pratiques sexuelles, vous faites absolument ce que vous voulez. Bien sûr, je ne sais pas si vous multipliez ou pas les partenaires. Là, il faut faire gaffe, comme dans la vie de tous les jours. Mais en soi, sinon, il n'y a pas de pratique qui soit contre-indiquée. Et il n'y a pas de contre-indication sur les positions. Ça, c'est vraiment faux. C'est dans la limite de votre confort, évidemment, mais il n'y a aucune contre-indication. Et sans que ce soit affolant, le désir peut monter, descendre d'un jour à l'autre, d'un trimestre à l'autre. On peut avoir pas du tout de désir pendant 9 mois, beaucoup de désir, on s'en fiche. On en parle avec son partenaire, mais je veux dire, il n'y a pas de culpabilisation, aucune à avoir. Donc le sexe, allons-y, gaiement, c'est excellent pour tout le monde. Est-ce qu'on peut y aller violemment? Oui, Pardon, il y a sûr. Plein de gens qui font comme ça le sexe violent. Donc, oui, alors violent, qu'est-ce qu'on appelle violent? Je sais pas, avec des pratiques, on va dire, du BDSM ou genre des gens qui aiment vraiment des trucs... alors sans frapper la femme enceinte, évidemment, mais tu vois, est-ce que ça, on peut? Pas de coups, pas de violence, et puis pas d'attache, de strangulation, parce qu'il y a des choses dans le sexe qui sont parfois un peu étonnantes. Là, non, c'est pas... Non, mais voilà, donc tout ce qui est un peu BDSM, peut-être pas trop. Pas toutes les pratiques. Il ne s'agit pas de s'étrangler, là, non. Ça, je vois beaucoup de gens qui font ça, c'est pas une bonne idée, mais même quand on n'est pas enceinte. On va faire ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Oui, c'est dangereux, n'empêche qu'il y en a qui se retrouvent aux urgences, prise en charge SAMU et tout. Non, mais il faut pas trop déconner non plus. Ok, donc le sexe, mais de manière relativement délicate. Ça dépend ce qu'on appelle délicat, mais sans, évidemment, sans coups, sans violence, sans strangulation, sans etc. Bien sûr que non, oui. En tout cas, j'étais ravie de faire un épisode avec la mère Fouettard. Ça change un peu de d'habitude. Merci Anna pour tous tes conseils et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.